Bonjour tout le monde et bienvenue sur la Panzer Division Aéro. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode autour de mon projet du mortier Karl et particulièrement son chargeur de munitions, le Panzer IV, qui a été modifié pour accueillir une grue et un conteneur à obus. Alors la dernière fois on s'était quitté sur le montage de la maquette de chez Trompeter qui date des années 2000, que j'ai revisité avec beaucoup d'améliorations à l'aide de la photodécoupe, du scratch et d'éléments imprimés en 3D. Alors si jamais t'as pas vu l'épisode, je t'invite à faire un tour sur la chaîne pour la découvrir. Et aujourd'hui, on va voir ensemble, à travers cette vidéo, la peinture et le vieillissement du véhicule, et notamment une nouvelle façon d'aborder la modulation du gris Panzer avec les nouvelles peintures de chez Amomig, la gamme Atom, qui m'a beaucoup plu lorsque je les ai utilisées pour le projet du Brombar. Et aussi, j'ai envie de vous partager une nouvelle façon de brunir les chenilles métalliques avec une méthode qui circule beaucoup en ce moment sur Internet. Et comme d'habitude, on va tout de suite aller dans l'atelier pour attaquer tout ça. Alors moi, en général, je préfère décomposer toujours la maquette en sous-ensemble. Je suis pas un adepte, vous savez, du principe d'assembler toutes les pièces et de peindre directement dessus l'ensemble. Je trouve que c'est quand même compliqué pour accéder à certaines parties avec cette manière. Alors je le fais juste pour les outils du loadboard, car avec l'expérience, un bon pinceau et un peu de dextérité, on y arrive facilement. Pour la peinture, je m'aidais de ce support de la gamme Z-System que commercialise AK Interactive. Alors maintenant, vous trouverez facilement sur internet des plans pour l'imprimer vous-même en 3D. Et en fait, ça va me permettre d'avoir une main de libre pour utiliser des morceaux de carton qui vont me servir de masque quand je vais faire les dégradés à l'aérographe. Alors juste une chose, avant d'attaquer la peinture, il faut penser à protéger les parties vitrées. Alors pour ça, j'utilise des masques et j'aime beaucoup le produit de chez AK parce qu'il a un bon pouvoir d'adhésion et surtout il laisse pas de traces et ça se présente sous la forme d'une feuille et on peut découper à la dimension qu'on souhaite. Pour les fards, je mets juste une petite goutte de mascol que j'ai mélangé avec de l'eau pour le rendre un petit peu plus liquide et je l'applique directement sur les parties transparentes avec un cure-dent et je laisse sécher environ un quart d'heure pour que ce soit complètement sec. Alors je débute la peinture toujours en commençant par une séance d'après et j'utilise souvent deux produits. Le premier me sert en fait à traiter les parties métalliques. Et moi je vous recommande vraiment de le faire parce qu'il y a une vraie différence significative entre une pièce qui est apprêtée et une qui ne l'est pas. Moi je sens vraiment que la peinture adhère et recouvre plus facilement la surface. Vous savez, au lieu de donner cette sensation qu'elle glisse et qu'elle se rétracte sur elle-même comme une goutte d'eau sur du plastique. Alors par habitude, j'utilise toujours le produit de chez VMS. J'en ai testé plusieurs et c'est vrai que c'est celui-ci qui passe le mieux à l'aérographe par rapport à d'autres marques. Et l'avantage surtout, c'est qu'il sèche relativement vite. Il faut compter environ une demi-heure et on peut peindre tout de suite par-dessus. Puis j'applique une couche d'après de couleur noire sur toute la maquette. Alors j'utilise toujours les mêmes produits de la gamme One Shot de chez Amomig parce qu'elles sont vraiment agréables à appliquer, elles sont directement prêtes à l'emploi. Et en plus, elle a cette particularité que je trouve moi confortable, c'est qu'elle est auto-nivelant. C'est-à-dire que même si à un moment j'ai un peu la main lourde sur une surface, on va pas avoir au final ce phénomène de pâté ou de surépaisseur qui va rester sur la pièce. Pour effectuer la modulation du gris Panzer, c'est-à-dire faire un dégradé avec cette couleur, en général j'utilise une palette complète de peinture où on a jusqu'à 4 teintes prêtes à l'emploi, ce qui est assez pratique. Malheureusement dans la gamme Atom ça n'existe pas encore et j'espère qu'à un moment ils vont le faire car j'aime beaucoup ce concept. J'ai donc consulté la documentation, le catalogue des produits, et elle recommande en fait d'utiliser le gris Panzer et de l'assombrir ou de l'éclaircir pour créer de nouvelles teintes avec du blanc ou du noir. Alors je trouve que ça fait un petit peu brusque, alors c'est mon point de vue à moi, et en fait je vais rajouter dans le mélange qu'il préconise une petite pointe de bleu. Alors pour la première couleur que je vais appliquer, l'équivalent du gris Panzer Shadow qui est très sombre, je mélange 30% de noir avec 70% de peinture et je rajoute deux petites gouttes de bleu que je dilue environ à 50% pour que ça passe avec une buse de 0,2 mm à l'aérographe. Et je focalise en fait la peinture sur la partie la plus basse, celle qui est le plus exposée à la lumière, et je remonte ainsi vers le haut en dégradant pour laisser au final la zone qui reste dans l'ombre, c'est-à-dire ici la jonction entre le bas de la caisse et le garde-boue en noir. Puis je reprends ensuite tous les volumes pour les mettre en valeur avec la couleur originale, le gris Panzer, que je dilue aussi à 50%, et je concentre uniquement la peinture sur le centre des zones, en appliquant moins sur la périphérique, pour laisser ressortir le noir par transparence, et créer ainsi une ombre sur la pièce. Je poursuis avec le haut de la caisse en commençant par faire les dégradés sur les surfaces verticales. Alors je pars du haut, où je concentre le plus de peinture, et je descends vers le bas en réduisant l'intensité. Et j'utilise des morceaux de carton comme masque pour pas déborder. Alors ici, c'est des anciennes cartes de visite de mon travail. Puis pour les surfaces horizontales, je peins en concentrant la peinture dans le centre des zones et j'en applique moins sur la périphérique pour faire ressortir le noir par transparence et créer ainsi mes ombres. Alors c'est une méthode qui nécessite un peu de dextérité. Vous voyez quand même que la buse est très proche de la pièce, mais ça reste facilement maîtrisable avec de l'entraînement et de bons paramètres. Ici, la dilution est à 50%, avec une pression de 1,5 bar et une buse de 0,2 mm. Alors petite astuce aussi, quand vous avez les roues à peindre, d'habitude je ne les peins intégralement en noir,
et j'utilise un trace-cercle comme masque temporaire pour peindre juste à l'intérieur sans déborder. Alors c'est un outil simple et astucieux qu'on trouve assez facilement et qui nous fait gagner beaucoup de temps par rapport à la conception de masques avec le cutter circulaire. Et dernière chose, j'ai choisi, pour contraster, de peindre l'intérieur du coffre dans sa couleur d'origine d'usine, le rouge anti-rouille, pour donner un contraste assez intéressant par rapport au reste du véhicule qui va être entièrement en gris. Avec les mêmes réglages et le même taux de dilution, je passe aux éclaircies. Alors je mélange 70% de peinture avec 30% de blanc et je rajoute toujours 2 petites gouttes de bleu. Et je concentre la peinture sur le centre des zones en évitant bien sûr de recouvrir l'intégralité de la première couleur que j'ai fait. Le but c'est de faire un dégradé de la teinte. Alors en ce qui concerne les roues, j'ai plus forcément besoin de mon trace-cercle. Je dois juste tout simplement concentrer le jet de peinture sur le centre des moyeux. Puis je procède avec la même méthode sur le centre des panneaux de la grue en apportant des éclaircies supplémentaires. Alors j'en profite aussi pour reprendre certaines zones que j'ai un peu oubliées lors de mon premier passage. Alors c'est pas trop dramatique en soi vu qu'on reste dans le même panel de couleurs. Puis je reprends aussi les panneaux beaucoup plus larges comme ici sur le coffre. Et je répartis davantage de peinture sur le centre de la zone et un peu moins sur l'extérieur. Et je fais également aussi toutes les trappes qui constituent le châssis du Panzer IV, qui sont en fait pour moi les parties les plus exposées à la lumière. Et je termine une nouvelle fois par les dégradés sur les surfaces verticales. Et je pars de nouveau du sommet, mais je suis moins intense dans mon geste pour ne pas recouvrir intégralement la couleur précédente. Alors je finis par un dernier mélange qui est beaucoup plus clair forcément que le précédent, avec 50% de peinture et 50% de blanc, et qui va me servir essentiellement à reprendre tous les détails sur la maquette. Alors en général, c'est souvent les têtes de vis, les écrous, comme ici sur le barbotin que je reprends avec un pinceau très fin pour ne pas déborder, et également sur la grue qui a une multitude de détails qu'on peut mettre en évidence très facilement. Alors certaines parties, comme le coffre à munitions, ont une quantité de rivets et de boulons qui m'ont demandé un peu plus de travail et de patience pour les faire ressortir. Et j'ai repris aussi les détails sur toutes les trappes et sur les parties qui sont le plus exposées à la lumière pour les mettre en valeur. Alors un petit aperçu au bout de quelques heures de travail avec ces nombreuses séances de peinture, on peut clairement observer ces différentes nuances de gris allant du plus clair et du plus foncé et de manière dégradée. Alors l'objectif, vous l'avez compris, de faire de la modulation des couleurs, c'est d'une part déjà de ne pas réaliser, de ne pas faire une peinture qui est monochrome sur votre maquette, et d'autre part, c'est de mettre en évidence, de faire ressortir en fait tous ces petits détails, ces formes, ces volumes et ces reliefs. Alors maintenant, j'ai une très bonne base pour la suite de mon projet, avec les prochaines étapes qui vont être les phases du vieillissement. Alors j'ai une mauvaise surprise qui m'a un peu déçu et qui m'a même un peu agacé. C'est au moment où je voulais mettre les décalcomanies sur le modèle. En fait, il n'y en a pas du tout dans la maquette. Trompeter a littéralement négligé cette partie-là sur son modèle. Et pourtant, quand on regarde des photographies d'époque, on voit très bien des signes distinctifs. On voit ici un symbole tactique en forme d'obus. Donc je pense qu'il servait à identifier le véhicule comme un mortier autopropulsé. Et un chiffre. Et chose amusante, j'ai trouvé que certains véhicules étaient baptisés, comme le mortier Karl. Il y a un exemple ici avec le prénom Maudit. Alors j'ai fait quelques demandes chez des professionnels de la décalcomanie sur mesure. Alors beaucoup m'ont répondu qu'ils n'avaient pas le temps pour le moment et qui m'invitaient à revenir plus tard avec ma demande. D'autres m'ont décliné ou d'autres travaillaient uniquement en grande série. Mais malgré ça, j'ai quand même eu une réponse positive. Mais quand j'ai examiné le tarif, alors que je pense qu'il est justifié, compte tenu du temps qu'il faut passer pour dessiner, concevoir, imprimer, plus le coût des produits et du transport, sachant qu'en plus j'ai demandé en plusieurs exemplaires, si jamais je me loupe, j'en ai plusieurs en rechange, on était quand même 2 fois au prix de la maquette. Donc sur le plan financier, ça valait pas la peine de procéder de cette manière. Et finalement, j'ai décidé de les faire par moi-même. Alors en ce qui concerne les chiffres, c'est quand même la partie la plus facile. J'ai un stock assez grand de décalcomanie que j'ai accumulé depuis plusieurs années et en utilisant des photographies, j'ai quand même trouvé une taille la plus approchante. En revanche, pour le symbole tactique, là, ça n'a pas été évident. J'ai dû assembler différents morceaux afin de réussir approximativement à reconstituer la forme d'obus. Alors à cette échelle, c'est quand même pas facile, étant donné que les marquages ont quand même tendance à se dégrader au fil du temps. Je vais minimiser les défauts par le processus de vieillissement. Pour le prénom, j'ai fait preuve d'ingéniosité, alors j'ai utilisé un logiciel en ligne d'écriture, et j'ai passé un peu de temps même pour trouver la bonne police. Alors pour info, c'est du German Gothic Rapture. Et je vous mets le lien du site internet dans la description de la vidéo, parce que je pense que ça peut vous servir pour vos projets. Puis j'ai repris mon texte pour le dimensionner à la bonne échelle avec un logiciel de retouche photo, pour l'imprimer ensuite sur du papier spécial décalcomanie qui est transparent. Alors une autre difficulté en réalité, c'est que l'imprimante que j'ai à la maison, elle n'imprime pas en blanc. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire en gris clair, pour que ça ressort un minimum sur ma peinture, et puis j'ai repeint par-dessus avec du blanc à l'aide d'un pinceau très fin. Alors vous voyez qu'avec un peu de temps, un peu de patience, je suis arrivé à identifier le véhicule, avec des marquages et même une touche personnalisée un peu originale avec le prénom. Alors c'était nécessaire parce que je trouvais que pour ma part ça laissait un goût un peu dénaturé au modèle.
Moi, personnellement, je suis pas fan et c'était même impossible que je le fasse pas. Alors, je suis peut-être un peu trop exigeant envers moi-même. Mais vous savez, c'est comme les notices où on vous propose des véhicules en unité inconnue. J'ai la même démarche en fait. J'ai besoin absolument d'identifier le véhicule avec des décalcomanies. Alors j'espère qu'un jour on verra sur le marché une planche dédiée parce que pour le moment il n'y a rien en aftermarket ou que tout simplement ma trompetteur corrige sa maquette en les rajoutant. Je commence le travail de vieillissement sur la base d'un vernis pour protéger la peinture acrylique avec une séance de filtre. Alors je procède en deux phases. En premier, j'applique un filtre général sur l'ensemble de la maquette qui va apporter en fait de subtiles variations chromatiques à mes couleurs et également adoucir les zones de transition au niveau de mes dégradés. Alors par habitude, j'utilise toujours des produits prêts à l'emploi, ici un filtre dédié au gris Panzer de chez Hamo. Alors je trouve que la teinte convient parfaitement pour cette couleur. Il y a juste une petite chose que je fais en fait, c'est que je le dilue à 50% pour commencer, car je le trouve un petit peu trop concentré à mon goût, et j'affine mon mélange si c'est nécessaire. Alors une chose aussi dans ce genre d'exercice, pensez à décharger le pinceau sur du papier absorbant. Pour pas noyer la zone, il faut juste déposer une fine couche de produit. Ensuite, en deuxième étape, je fabrique un filtre moi-même, en combinant différentes huiles de la gamme Oil Brusher de chez Hamo, avec du diluant sans odeur, et j'utilise uniquement que sur certaines parties, comme les trappes et les panneaux, pour que se distinguent par rapport au reste de la maquette. Je poursuis le vieillissement en travaillant avec les huiles, alors sur deux aspects. La première, c'est d'apporter des variations chromatiques supplémentaires à ma modulation du gris Panzer, et la seconde, c'est de créer les premiers effets de patine. Alors il faut savoir une chose, c'est que le gris n'a pas de couleur complémentaire. Je me suis aidé en fait d'un excellent ouvrage sur le travail de l'huile de Joachim Garcia, qui décrit une méthode simple et efficace pour enrichir les couleurs et les camouflages. Je dépose ainsi des petites gouttes d'huile de bleu, de rouge, de noir et de blanc, avec un pinceau tout fin, en veillant à ne pas trop les rapprocher entre elles, puis je fonds mes noisettes une par une, avec le VMS Oil Expert qui est un excellent médium et qui a la particularité d'être matifiant. Alors faut surtout pas les mélanger entre elles, c'est primordial, sinon en fait vous allez créer un nouveau filtre qui va être très foncé et qui risque en fait de prendre le dessus sur votre couleur et de rendre votre maquette complètement monochrome. Pensez également à décharger le pinceau pour éviter de noyer la surface et de nettoyer de temps en temps pour éliminer les résidus de peinture. Puis pour les surfaces verticales, je balaye du haut vers le bas pour créer un premier effet de patine similaire à des couleurs de poussière et de saleté qui a ruisselé le long des parois. Puis je mets en valeur et en évidence ces petits détails avec un lavis localisé. Alors par confort, j'utilise également un produit déjà prêt à l'emploi que je dilue juste à 50%, car une nouvelle fois je les trouve un peu trop concentrés à mon goût, et je dépose avec un pinceau à poil long. Alors c'est plus pratique parce qu'on peut travailler plus longtemps car il y a une capacité de réservoir plus important, et je mets ainsi en valeur les lignes de structure du coffre, les nombreux rivets et les autres détails. Et après un séchage d'environ 15 minutes, je procède au nettoyage des zones en repoussant le produit vers l'intérieur à l'aide d'un pinceau imbibé d'essence F, et je supprime aussi tous les surplus pour restaurer la couleur initiale des détails. Et si c'est nécessaire, il faudra les retravailler avec des peintures acryliques. Et je termine toute cette première phase du vieillissement avec un vernis mat de chez VMS. Je passe maintenant au long et fastidieux travail des éraillures. Alors j'utilise toujours la même technique dans un premier temps, c'est celle de l'éponge, où je dépose sur les parties que je souhaite user des dépôts aléatoires de peinture dans une teinte plus claire que la couleur du char. Et il faut savoir aussi que ces véhicules, en fait, ils n'étaient pas en première ligne, ils accompagnaient le mortier Carl, mais toutefois, ils étaient quand même très sollicités par les équipages pour le chargement et le déchargement des obus. Et donc, j'ai concentré mon travail sur les panneaux, les trappes d'accès, les garde-boue avant et arrière, et également sur les parties latérales des coffres qui sont en contact avec les panneaux, et que ici, en fait, j'ai volontairement retiré, comme on peut le voir sur de nombreuses photographies d'époque. Puis avec un pinceau très fin, j'ai effectué les retouches en reliant les différents dépôts entre elles pour élargir les zones d'usure et donner plus de cohérence à mon travail. Et dans le cas où vous avez la main trop lourde, comme ici, j'utilise la pointe d'une vieille aiguille d'un aérographe pour effacer les traces et également rajouter des éraillures supplémentaires. Alors c'est faisable du fait que j'ai multiplié les couches de peinture et qu'on peut facilement rajouter des effets supplémentaires. Il faut veiller juste à une chose, de ne pas trop forcer parce que sinon vous risquez de faire apparaître la couleur d'origine du plastique. Puis je reprends chaque tâche avec la couleur shipping pour faire apparaître la couleur rouge anti-rouille d'origine. Alors c'est un travail qui est très long mais qui donne des effets très réalistes. Puis je termine par un lavis localisé de rouille très foncé, du Strict in Rust, que je dépose à l'aide d'un pinceau fin sur mes différentes taches d'usure que j'ai réalisées précédemment. Puis avant que le produit sèche complètement, je les fonds avec un pinceau imbibé de diluant. Alors petite nouveauté dans l'atelier, on en parle beaucoup, c'est le Lock de chez Hamo qui sont des crayons d'aquarelle. Alors actuellement ils sont disponibles dans un crochet avec une dizaine de mines pour reproduire différents effets de vieillissement. Et j'ai testé avec la couleur gris acier pour faire ressortir le métal brut, notamment sur les trappes d'accès, la grue et également sur le motif du plancher antidérapant.
C'est aussi intéressant pour mettre en valeur les cordons de soudure, et honnêtement pour une première utilisation, je suis vraiment agréablement surpris par la simplicité d'utilisation et du résultat. Je poursuis l'expérience du produit en réalisant des coulures. Alors d'habitude, j'utilise des produits à base d'Emanel, type Striking, et j'avoue que c'est pas forcément évident à travailler. Ici, l'avantage du crayon, c'est qu'on peut utiliser un morceau de carte plastique comme règle pour tracer déjà plus facilement des lignes droites sur les parties où le mélange de pluie et de saleté peut couler. Puis j'estompe avec un pinceau biseauté légèrement humidifié avec de l'eau pour affiner mon résultat. Alors il recommande juste une chose, c'est de le faire sur une surface mate pour avoir une bonne adhérence du produit. Et pour conclure sur cette nouveauté, le produit est très séduisant et intéressant. Il apporte un confort pour certaines techniques comme les couleurs que j'ai pu réaliser plus facilement et rapidement. Et je suis convaincu qu'il y a d'autres applications que je vais découvrir plus tard et que je vous ferai partager dans d'autres vidéos. Mais si jamais vous êtes tenté par cet achat, je pense que ça vaut vraiment le coup. Alors je profite de ce montage pour tester et vous partager une nouvelle méthode pour le vieillissement des chenilles qui circule beaucoup en ce moment sur internet et dont les effets de patine sont quand même plus intéressants que la méthode habituelle avec le produit de brunissage. Alors le principe en fait c'est de créer son propre produit qui va oxyder la chenille par un mélange de bicarbonate de sodium, de sulfate de fer, d'eau et un peu d'eau oxygénée. Alors malheureusement l'auteur est resté assez évasif et j'ai eu quand même pas mal de difficultés à la mettre en œuvre. Alors je continue bien sûr à travailler sur le sujet pour vous proposer un peu plus tard un tutoriel complet sur la chaîne. Alors je mélange 2 cuillères à soupe de sulfate de fer avec une cuillère de bicarbonate dans de l'eau et je rajoute un petit peu d'eau oxygénée pour initier une réaction chimique. Et ensuite j'applique mon produit directement sur la chenille et je laisse agir quelques heures. Alors il faudra répéter plusieurs fois l'opération en fonction de l'effet souhaité et aussi pour avoir une couverture assez homogène. Et vous voyez que le résultat est quand même assez intéressant. On a une belle patine de rouille avec des couleurs de brun et d'orange par rapport aux agents de brunissage classiques qui ont tendance à oxyder les chenilles en noir. Puis, de manière traditionnelle, j'ai continué le vieillissement de la chenille en reprenant les surfaces en contact avec le sol avec un feutre de la gamme Marker de chez AK Interactive. Ici, j'ai utilisé de la couleur Gunmetal. Puis j'ai appliqué un lavis très dilué de couleur Dust pour empoussiérer la chenille en concentrant le produit dans les creux. Et je termine en rajoutant des tonalités de rouille supplémentaires par des projections de couleurs Light Rust et Striking Rust. Et on voit à la fin vraiment qu'on obtient des chenilles parfaitement vieillies avec des effets très convaincants. Alors c'est une méthode qui est certes un peu plus laborieuse à mettre en œuvre, mais je pense qu'elle vaut le coup qu'on s'y intéresse. Une autre nouveauté que j'avais envie d'essayer pour réaliser les effets météorologiques sur le véhicule avec la présence de poussière, c'est les gouaches de chez AK et je les trouve un peu pratiques car elles sont à base d'acrylique. Alors pour une première tentative, j'applique le produit en jouant sur les dilutions pour créer des filtres que j'étale en plusieurs couches successives sur le plancher du coffre à munitions. C'est pour représenter l'accumulation de traces et de saleté. Et je commence par la couleur la plus foncée du Dark Earth, puis je rajoute de manière aléatoire une seconde couche avec la couleur Dust qui est plus claire pour créer du contraste. Et pour donner un petit peu plus de volume, j'ai rajouté des pigments en mélangeant 2 couleurs, du Rubble et du Dark City Dust, et j'ai concentré le produit dans le coin et les supports des obus. Et pour réaliser les traces de saleté, alors la méthode la plus facile, c'est des projections de lavis localisées de couleur noire, et on joue en fait sur la distance et la quantité de produit pour obtenir des tâches plus ou moins importantes. Et vous voyez qu'en quelques étapes simples, une nouvelle fois, et facile à faire, on peut réaliser de manière très réaliste la patine d'un plancher d'un véhicule avec des mélanges de traces de poussière et de saleté. Une autre approche que je veux expérimenter, ça consiste à utiliser la gouache comme un fixateur de pigments. Je mélange ainsi une petite noisette de produit avec du Factory Dirt Ground en ajoutant beaucoup d'eau pour créer un produit similaire à ceux de la gamme Nature Effect que j'ai l'habitude d'utiliser. Et j'applique mon mélange en plusieurs couches successives en veillant de ne pas recouvrir l'intégralité de la couleur de base, le gris panzer, qui doit quand même apparaître un minimum de manière aléatoire par transparence. Puis avec une éponge à maquillage humidifiée, je tapote les surfaces pour retirer de manière aléatoire le produit afin de casser l'uniformité et apporter un premier contraste sur la surface avec des dépôts plus ou moins épais de poussière. Puis je réalise une seconde combinaison plus claire avec la couleur Dust et du pigment Rubble, que j'applique également de manière aléatoire pour éviter de recouvrir intégralement la première couche. Puis une nouvelle fois, je procède avec un morceau d'éponge à maquillage, j'élimine les résidus trop grossiers pour affiner mon résultat. Et tout comme pour le coffre, je réalise des traces de saleté avec des projections de lavis localisées de couleur noire en alternant la distance et la quantité sur 2 produits. Et vous voyez que le résultat est vraiment intéressant, on a des variations de poussière et de traces de saleté plus ou moins intenses sur le bas de la caisse, avec une alternance que je vous conseille de faire pour éviter un travail qui soit trop régulier et uniforme. Et je termine pour terminer, et c'est sans aucun risque pour ces produits. Je termine par la petite vignette. Alors elle va être temporaire bien sûr. L'objectif c'est de créer un grand diorama avec le mortier Carl qui se reprogramme de 2026.
Et je débute par reprendre la surface en mousse expansée par une texture qui est semblable au béton, avec le produit concret que je dilue avec beaucoup d'eau et que j'étale en fines couches. Puis après séchage, je ponce pour supprimer les résidus et la surface trop rugueuse à l'aide d'un papier abrasif à grains fins environ 3000. Et pour réaliser la peinture, j'ai utilisé une éponge à maquillage pour appliquer différentes nuances de gris afin d'apporter des variations chromatiques. Et j'ai tout simplement choisi 3 teintes, celles que j'avais à disposition dans mon atelier, allant d'un gris sombre à un gris clair. Puis j'accentue les détails avec une couleur acrylique noire très fortement diluée avec de l'eau que j'étale en lavis. Alors celui-ci va se propager par capillarité et une partie va être également absorbée par le sol. Et pour rester cohérent avec le vieillissement du char, j'ai utilisé les mêmes gouaches de chez Aka avec une approche en 2 étapes sur la forme de filtre dédilué. J'ai commencé par la couleur Dark Earth, puis j'ai fini avec la teinte Dust pour apporter des variations de couleurs et créer un contraste. Et je rajoute du volume en combinant des pigments, du Rubble et du Factory Ground que je dispose de manière aléatoire afin de ne pas cacher tout mon travail précédent. Et ensuite, avec un pinceau à poil dur, j'ai enlevé les résidus trop épais pour ne laisser qu'une fine couche de poussière. Je conclue également avec des projections de la vie localisées de couleur noire pour représenter les traces de saleté, avec la même technique, en jouant sur la distance et la quantité de produit. Et on obtient ainsi une petite vignette simple en quelques étapes, qui bien sûr est temporaire, mais que je pourrais réutiliser pour un autre véhicule. L'objectif, c'était tout simplement d'avoir un socle pour mettre en valeur le char avec quelques éléments du décor. Première figurine de l'année, alors les Panzerart sont vraiment agréables à peindre. Et les figurines restent toujours pour moi mon point d'amélioration, un peu ma bête noire. Alors certains d'entre vous m'ont donné de précieux conseils pour m'aider à m'améliorer et je vous en remercie. Et bien sûr, je les mets à chaque fois en pratique et je trouve qu'à chaque nouveau projet, je progresse sur le sujet. Je termine par les accessoires qui ont été peints aux acryliques et patinés aux émanelles avant de prendre place pour donner un peu plus de vie à mon véhicule. Et en regardant sur des photographies d'époque, on se rend compte que le coffre à munitions servait aussi de coffre à bagages pour embarquer du matériel supplémentaire. Et je place les éléments du décor, alors un soldat assis sur un obus jouant avec le chien, et un autre dubitatif devant l'énorme obus qui l'attend et qu'il doit charger sur son char. Et voilà les amis, on arrive à la fin de ce premier montage de l'année avec beaucoup de nouveautés de découverte, avec ces produits qui arrivent sur le marché pour nous faciliter la tâche pour les processus de vieillissement de nos véhicules. J'ai hâte de nouveau de les tester sur de futurs projets et de voir également ce que vont faire les autres maquettistes pour apprendre de nouvelles techniques et astuces. J'ai vraiment pris plaisir à faire ce chargeur de munitions et j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour l'associer avec le mortier Karl dans un super diorama. Bien sûr, si t'as aimé, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne, comme ça tu seras informé des prochaines vidéos. Et merci une nouvelle fois à tous ceux qui me suivent et m'accompagnent dans ce formidable projet. On avoisine bientôt les 2000 premiers abonnés. Et si jamais t'as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ou à me contacter par email, je prendrai un grand plaisir à te répondre. On va se retrouver bien sûr pour un nouveau projet et on va changer complètement d'horizon. J'ai même hâte de vous le faire partager car c'est vraiment celui qui est le plus palpitant pour moi en 2025. Et en attendant, prenez soin de vous, maquettez bien et à bientôt dans l'atelier. Ciao les copains!